Paris-Kunming, chef-lieu de la province du Yunnan, 14h20 de vol, avec changement à Hong Kong. La Chine, le pays le plus peuplé du monde, 1,5 milliard d'habitants en l'année 2005, et le troisième par sa superficie après la Russie et le Canada, 9 597 000 km², soit 17 fois la France. La Chine, qui compte 55 minorités ethniques, sort de son isolement. Notre voyage se situe dans la province du Yunnan. Le Yunnan que nous allons parcourir se situe au sud-ouest de la Chine. Le Yunnan, qui partage ses frontières avec la Birmanie, le Laos et le Vietnam d'un côté, et avec le Tibet de l'autre, forme une mosaïque ethnique et culturelle unique en Chine. Cette province, plus grande que l'Allemagne, court des jungles de l'Indochine au sommet de l'Himalaya. Et voici notre périple dans la province du Yunnan. Kunming, la capitale du Yunnan, est installée à 2000 mètres d'altitude et compte 4 millions d'habitants en l'an 2005. Le vélo reste un mode de transport très utilisé dans les villes chinoises. Dans la ville, des parkings à vélo. On peut également remarquer le contraste des immeubles avec les anciennes demeures. Dans la vieille ville de Kunming, son marché journalier. À gauche, des cycloremorques pour transporter des achats volumineux. Cycle en pleine action dans son transport. Nous pénétrons dans les rues. Ici, des pommes de terre grillées pour calmer sa faim. Des bacs à poissons, des aquariums. Chaque commerce est présent. À droite, des bambous. Au centre, des pommes cannelle. Et à gauche, des noix de coco. Une multitude de commerces. On sort du marché, en face de nous une pharmacie. Nous quittons Kunming pour Dali en bus. Paysage avec irrigation des parcelles. Plan de situation de Dali. Dali, situé à 400 km de Kunming. Visite du parc des 3 pagodes au nord de Dali, à 2000 mètres d'altitude. La pagode Quinsu, la plus ancienne et la plus haute, 70 mètres de hauteur, fut construite au IVe siècle. On lui adjoindra plus tard 2 plus petites pagodes de 42 mètres de hauteur. La guide, dans son costume local de l'ethnie Bai, emmène ses touristes sans casser sa voix, grâce à sa sonorisation qu'elle emmène avec elle. Au passage, vous pouvez faire un vœu en lançant un médaillon acheté à cette jeune fille. Si celui-ci reste accroché par la branche de jacaranda, votre vœu sera exaucé. Des musiciennes,
Enfants de l'ethnie Bai, plus que chez leurs voisins, le blanc est encore la couleur dominante du vêtement des femmes Bai. Constituant une ethnie homogène, de 1 595 000 âmes en 1990, ils sont implantés dans le nord-ouest du Yunnan, dans la région de Dali et du lac Eraï. Au pied d'une pagode, des bâtons d'encens sont également présents pour accomplir un vœu. Enfant Bai allumant des cierges d'encens. Description de sa coiffe. Le haut représente la neige sur les montagnes, en dessous des fleurs. La frange égale le vent. Une petite anecdote. Si on touche le haut, cela signifie une demande en mariage. Les cierges d'encens terminent de se consommer, accomplissant ainsi le vœu que l'on a choisi. Boutique de cartes postales. Celle-ci fait office de poste. Le timbre y est mis et est oblitéré, afin de pouvoir être déposé dans n'importe quel commerce, quand celle-ci bien sûr sera écrite. Sortie à vélo pour la journée, 30 km. Nous traversons le lac Eraï en bac. Le lac fait 3 km de largeur sur 43 km de longueur. Nous ferons la largeur. À l'arrivée du bac, une montée nous attend. Sur notre parcours, visite d'une pagode, appelée miroir du ciel. Travail d'une femme. Chaque famille possède une petite parcelle de terre qui appartient à l'État. Ils ne peuvent donc pas la vendre, mais ils peuvent l'échanger. Le lac Eraï ne peut être pêché qu'une fois tous les 3 ans, à cause du manque de poissons. Les gens se sont donc mis à la culture, grâce aux parcelles de terre que l'État leur alloue. À côté de l'autoroute, une piste cyclable que nous empruntons. Rencontre de peintres au travail. Ici, une cérémonie en l'honneur des soldats tombés pendant la révolution culturelle et contre la guerre avec le Japon. Offrande pour les soldats morts. Chaussons faits avec de l'avoine, symbolisant les chaussures des soldats. Au-dessus, des papiers symbolisent de l'argent, avec des bâtonnets d'encens pour leurs soldats morts. Porte de Dali. Nous pénétrons dans Dali, une rue et ses commerces. On attend le client. Entrée de notre restaurant, accueilli par cette jeune fille de l'ethnie Bai. Salle où nous choisissons nos aliments. Lieu où l'on trouve des œufs sur le plat. Après avoir choisi ses plats, on va dans une salle pour les manger. Le milieu de la table tourne, afin que chaque invité y trouve des condiments ou des plats quand ceux-ci sont présents.
Le lendemain, arrivé au village Zhaochen, nous visiterons une teinturerie d'indigo. Devant nous, une cuve d'indigo, où se fera le trempage des tissus. On trouve plusieurs cuves selon la couleur recherchée. Jeune fille de la teinturerie, préparant des poissons dans le magasin pour le repas du midi. Avant de tremper le tissu dans les cuves d'indigo, cette dame fait des coutures pour que la couleur ne pénètre pas sur tout le tissu, et laissant ainsi des motifs. Exemple de couture. Marché journalier dans le village Zhaochen. Beaucoup de légumes. Étal d'une boucherie. Boucher et son cochon. Préparation d'escargots pour les vendre. À nouveau des étals de légumes. Travail sur un métier à tisser. Voiturettes qui font quelquefois office de taxi. Arrivé à la ville de Lijiang, située à 2400 mètres d'altitude. Partiellement détruite par un tremblement de terre en 1996, Lijiang est l'une des rares villes de Chine à avoir préservé son architecture traditionnelle. Un rayon de soleil tombe sur cette oasis de fleurs. La vieille ville est parcourue de canaux qui se faufilent vers le sud, très utile pour retrouver son chemin. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les maisons sont en bois rouge ou de briques crues, dont le rez-de-chaussée est occupé le plus souvent par une boutique, et à l'étage se trouve l'habitation privée. Une multitude de fleurs. Des chrysanthèmes. À quelques kilomètres de Lijiang, le temple du sommet de Jade. Ici, le sanctuaire principal. Plusieurs religions se croisent. Taoïstes, bouddhistes, animistes. Salle de la secte des bonnets jaunes, secte namaïsme. Ici, quelques dahlias. Le ginkgo biloba, l'arbre considéré comme sacré, est souvent planté aux abords des temples en Chine. En Chine, cet arbre atteint une trentaine de mètres et sa longévité de 1000 ans et peut-être 2000 ans est un arbre fossile. Le feuillage devient à l'automne d'un magnifique jaune d'or. Le ginkgo biloba est également le seul arbre ayant résisté à la bombe d'Hiroshima au Japon. Aujourd'hui, randonnée dans les montagnes du Dragon de Jade. Renseignements sur la destination de ce sentier auprès de ces autochtones. Et ce n'est pas le bon sentier, alors on fait demi-tour. Sur notre parcours, une femme portant la casquette Mao. Sur le toit de la maison, les récoltes d'orge sèchent.
Récolte du maïs. Dans les régions les plus élevées du Yunnan, le portage humain est assuré à l'aide de hottes à bretelles. Séchage du maïs. L'extrémité des faîtières des maisons de l'ethnie Bai sont toujours relevées. C'est une question d'esthétique. Devant sa maison, Mamie sous sa casquette Mao et son petit-fils. À la sortie du village, travail quotidien pour ces deux hommes. Ramassage d'une litière en épines de pin. Autre moyen de transport, la charrette. Séchage du maïs. Ici, un âne transportant du charbon de bois. Travail du champ pour cet homme. Sur notre chemin, dans la cour de cette maison, séchage de la récolte, maïs et tabac. Intérieur de la cour, débouchage de la rigole pour cette jeune femme. Nettoyage des navets dans l'eau de cette rigole. Et maintenant, une petite lessive. Leur mode de transport. Rue du village de Boshan, où l'électricité est présente. L'infirmerie du village. Celle-ci est rudimentaire. Rencontre avec le célèbre Dr Ho, mondialement connu comme spécialiste de la médecine par les plantes. Rue du village. Étal d'un boucher à l'extérieur. D'autres commerces. Et nous arrivons au lac du Dragon de Jade. Dans le village que nous avons rejoint, maïs et épices sèchent devant les ouvertures de la maison. Un fumeur de pipe. Je ne pense pas que cet homme fume de l'opium, malgré que la Birmanie voisine soit le plus gros fournisseur d'héroïne de l'Asie du Sud-Est et l'un des principaux producteurs de l'opium mondial. Les policiers chinois de la brigade des stupéfiants saisissent régulièrement au Yunnan de la poudre blanche, de la meilleure qualité. Le trafic de la drogue et sa consommation est sévèrement puni. Rue du village.
étang du Dragon Noir dans le parc de Lijiang. Sur ce lac, le pavillon pour attraper la lune. Plus loin, le pavillon aux 5 phénix. Des orchidées. En bus, nous prenons la direction du nord-ouest de Yunnan, la route du Kham, l'ancien Tibet oriental. Situation de notre parcours. Nos randonnées se passeront dans le parc de Lijiang, dans le cadre au centre à gauche de l'écran. Montagne de Jade. Les sommets culminent à 5500 mètres d'altitude. Ville de Poitou, départ de notre randonnée. Les filles que l'on voit à gauche sont tibétaines. On le remarque à leurs vêtements. Nous traversons une école tibétaine. Après la mort de Mao Tse-tung, la langue tibétaine est à nouveau enseignée dans quelques écoles. Au fond, les montagnes de Jade. Nous sommes petits dans cet univers de montagne, culminant à plus de 5000 mètres d'altitude. La neige ne tient pas en dessous de 5000 mètres. Tous les sommets n'ont pas été conquis par l'homme, à cause des conditions climatiques. Ici, Thierry. Des Edelweiss. Des fleurs jaunes, genre boule d'hiver. En pleine montagne, loin de tout, quelques maisons. Rencontre d'enfants. Pour notre groupe, repas dans cette cour d'habitation, où nous sommes attendus. Les propriétaires de cette maison l'ont aménagée en gîte pour le tourisme. Cela fait en sorte un complément de revenus, en plus de leur récolte. Pour ce midi, un repas chinois nous est servi. Et bien sûr, nous prenons les baguettes. Nous reprenons le sentier. Toujours cette montagne de Jade qui forme un massif. Fleurs de Yunnan. Gorge du Jinzhujiang. Ce fleuve entaille la Chine sur 6300 km, passant en force à travers des sites particuliers. Il prend sa source au Tibet, serpente l'est avant de terminer sa course au nord de Shanghai. Ce soir, dîner et nuit au gîte, le halfway, en français, le demi-parcours. Au menu, omelette, tomates, riz blanc, oignons, pommes de terre, bœuf, poulet pimenté, salsifis frit, pommes de terre émincées et bien sûr du thé.
Descente le long de cette montagne par cette corniche. Sur notre parcours, des clématites. On enlève une épaisseur, on commence à avoir chaud. Rencontre de chèvres. Et nous voici à la chute tumultueuse des eaux crachées par les gorges du Saut du Tigre, l'un des canyons indomptés du Yangtze-Jiang, au nord de Lijiang, dans le nord du Yunnan. Le cours du supérieur du Yangtze-Jiang est si étroit, 30 mètres, qu'on raconte qu'un tigre fuyant un chasseur pouvait le franchir d'un bond. À l'abord de la chute tumultueuse des eaux du Tigre, tout est là pour le touriste, qui arrive aussi par car. Au fond, on y voit même des chaises à porteurs, pour descendre les personnes à la chute du Tigre. Après un transfert en bus, nouvelle situation de notre parcours. Nos randonnées se passeront dans le cadre à gauche en haut de l'écran. Et voici les portes du Kham, Tibet oriental, signalées par ce cortème. Le cortème, monument reliquaire typique du bouddhisme, support d'offrande. Les Tibétains reconnaissent dans le cortème le corps, la parole, l'esprit du Bouddha. Jeune Tibétaine conduisant son cheval. Et maintenant, un cavalier tibétain arrive au galop. Arrivé à Xongdian, à 3200 mètres d'altitude, ville du bout du monde, aux confins du Yunnan et du Tibet. Maison tibétaine caractéristique, en bois et à 2 niveaux. L'ouverture en l'année 1922 de Xongdian aux étrangers s'inscrit dans une volonté de promotion touristique de la part des autorités locales. La ville de Xongdian s'agrandit. Celle-ci est considérée comme le petit Zermatt en Suisse. La main-d'œuvre ne manque pas, et il n'est pas rare de voir des femmes. Ces femmes portent le masque pour le froid et la pollution. Enfants de retour de l'école. À leurs pieds, le tuyau des pompiers nettoyant les rues pavées en projetant de l'eau sur celles-ci. Travail journalier pour cette femme, employée peut-être communale. Préparatifs pour notre ascension sur la journée. Tout d'abord, on s'enfonce sous une forêt de rhododendrons et de mélèzes. Arrivé au premier col, à 3800 mètres d'altitude, il neige. Celui-ci est matérialisé par des drapeaux à prière s'amoncelant sur ces branches d'arbres. À gauche, Thierry à côté de notre guide tibétaine, que nous avons pour l'ascension. Les drapeaux à prière sont des formules bénéfiques, imprimées sur de petites pièces de tissu, aux 5 couleurs fondamentales, jaune, blanc, rouge, vert et bleu. Vue sur un lac à 3900 mètres d'altitude. Départ pour notre sommet à 4000 mètres d'altitude.
Des gentianes de coq. Au sommet, notre guide ramasse du plant de thé des montagnes, qu'elle repiquera chez elle. Ce thé a, paraît-il, des vertus médicinales. Vue que l'on a à 4000 mètres d'altitude. La descente ne se fait pas attendre. Ici, un yak. Notre guide nous invite chez ses parents à prendre le thé au beurre de yak, spécialité tibétaine. À droite, la clôture est de bambou. Plus bas, dans le village, une maison tibétaine. Maison tibétaine plus récente. Séchage des récoltes. Intérieur de la maison de notre guide tibétaine. Sa mère nous reçoit chaleureusement. Elle nous attendait. À gauche, mamie et son petit-fils. Télé et sono font partie de leur intérieur. Par la suite, on mange des pommes de terre cuites que l'on épluche avec les mains. Ensuite, on nous sert le thé au beurre de yak, que l'on peut allonger avec un peu d'orge, pour rendre celui-ci plus consistant. Et l'on finira par du fromage de yak. Très bon. À la sortie de notre thé, le Tibétain laboure le champ à l'aide de ses yaks. Et nous partons sur le versant est de Xongdian. En bas, la ville de Xongdian. Au passage d'un col, un chorten garni de drapeaux à prière. Des yaks. Jeunes filles de l'ethnie Naxi. Les Naxi étaient au nombre de 278 000 en 1990. Les Naxi sont implantés dans la région de Lijiang, le Yunnan du Nord. Vie quotidienne pour cette femme. À nouveau des gentianes de coq. Village tibétain au fond de la vallée à 3300 mètres d'altitude. Femme tibétaine signalant notre venue aux gens du village. De jeunes femmes tibétaines veulent nous faire payer un droit de passage pour traverser leur village. Nous sommes bien sûr pas d'accord sur ce principe. Notre guide va donc rencontrer le chef du village pour parlementer sur cette affaire. On remarquera la culotte chinoise de cet enfant. La discussion avec le chef du village se termine. Nous reprenons le sentier en évitant le village. On ne veut pas créer de problème pour les prochains groupes qui passeront. Système judicieux pour le séchage des récoltes.
après le passage d'un col à 3400 mètres d'altitude, vue sur une autre vallée. Yak, en train de paître le cycle d'herbe des montagnes. Des chevaux. À nouveau un yak. Des cochons. Un village tibétain, avec au premier plan de l'engrais organique. Les excréments de yak sont rassemblés par cette femme. Les excréments de yak serviront comme engrais ou comme combustible. Transport du charbon de bois par cet âne. Rue d'un village tibétain, nous suivons la haie en bambou. Séchage du linge sur les pierres du mur de la maison. Au centre, on remarque la coiffe que portent les Tibétaines autour de leur tête. Débardage des troncs d'arbres par ces yaks. Les drapeaux à prière nous signalent l'approche d'un monastère. Monastère détruit pendant la révolution culturelle en 1966, qui sévit en Chine et se traduit au Tibet par de violentes actions destructives. Monastère dans sa simplicité rustique à 3400 mètres d'altitude. Pendant 10 ans, les gardes rouges vont tout tenter pour faire disparaître la civilisation tibétaine. Intérieur du monastère. Après la mort de Mao Tse-tung, le Tibet bénéficie d'une petite dose de tolérance, y compris religieuse. Descente par l'allée bordée de moulins à prière. Vue de l'entrée principale. Nous pénétrons plus au nord. Le monde devient plus minéral. C'est les portes du Cham, le Tibet oriental. Les habitations ne sont plus les mêmes. Les récoltes sèchent sur les toitures terrasses. On remarquera les paraboles sur les toits en terrasse. Le fleuve, le Yangtze, passe dans cette gorge. Au fond, Benzilan, à 1800 mètres d'altitude, où nous passerons la nuit chez l'habitant. Montée à la lamaserie des religieuses. Ici, la lamaserie est une école des religieuses de confession bouddhiste tibétaine. Arrivé à la lamaserie, où d'autres personnes sont venues en pèlerinage à 2900 mètres d'altitude. Les élèves lamas ont les cheveux tondus. C'est un honneur pour la famille quand un enfant rentre en religion. Pour l'hospitalité, les religieuses proposent un repas aux pèlerins.
Historique de ce site, écrit en tibétain, chinois et en anglais. Le couvent Dongjulin est l'unique couvent tibétain de la province du Yunnan. Son histoire remonte au moins aux années 1760 de la dynastie Qing. Son site d'origine était à environ 1 km en arrière et au-dessus du site actuel. Avant la destruction de ce monastère, Gelugduk, de la secte jaune, pendant la révolution culturelle, Dongjulin avait plus de 80 nonnes. Le couvent a été restauré en 1983. En 2002, le nombre de nonnes s'est accru de plus de 110. Les locaux que le couvent utilise étaient autrefois faits par l'assemblage des salles du monastère de Dongjulin. La structure a plus de 300 ans. Quand le monastère a déménagé vers un nouveau lieu, dans les années 1980, ce site a été donné aux religieuses. L'actuel couvent a 10 esquisses de peinture murale dépeignant l'histoire de Bouddha, ainsi que les images de déicités religieuses. Il fait beau, la cuisine se fait donc à l'extérieur. Cuisson de ces aliments, bien sûr, pas de viande. Nous quittons la lamaserie et, dans la descente, nous croisons des pèlerins. Plus bas, dans un village, un marché et également des jeux sont organisés. On remarque un attroupement de moines de confession tibétaine. Dans ce monastère, 800 moines s'y trouvent. Lama est le titre réservé aux plus accomplis et aux plus lettrés qui enseignent aux autres pour les amener à l'éveil en fonction de leur capacité. Pour être lama, au bout de 10 ans d'éveil dans une lamaserie, le chef supérieur donne son avis pour le passage du second cycle, qui dure encore 10 ans, et à la fin duquel plusieurs questions leur sont posées pour être admis lama. Les meilleurs peuvent être sélectionnés et envoyés à Lhasa. Lhasa, la capitale du Tibet, centre du bouddhisme tibétain. Sur notre sentier, un Tibétain en costume de fête. Il marie sa sœur. En bas de sa longue veste, un des plus anciens symboles de l'humanité y est brodé. Une croix gammée, de son vrai nom, le Swatika, qui apparut au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les bouddhistes tibétains adoptent le Swatika pointant vers la droite, répondant à une règle des 1000 mérites, qui promet le nirvana, l'éternel. Au loin, des grues. Dans le Yunnan, on y trouve également des pics, des geais comme oiseaux. Quand les récoltes sont sèches, les gens rassemblent l'orge, battent les extrémités pour récupérer les graines. Quelquefois, ils mettent l'orge sur la route pour que les véhicules passent dessus afin de séparer la graine des épis. Dernier monastère tibétain, entouré d'habitations habitées par les moines. Citadelle abritant 750 moines. Le monastère de Zhangzhanlin, à Xongdian, est appelé le Petit Potala, que l'on trouve à Lhasa. Depuis 1979, début d'une libération au Tibet, les Tibétains ont le droit de montrer leur appartenance au bouddhisme tibétain. Vol pour Kunming, Kunming-Hong Kong, Hong Kong-Paris. Fin de notre périple en Chine, dans la province du Yunnan.